Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vivre à Florence, il y a 5 siècles, c'est être en quelque sorte au bon endroit, au bon moment. Nous sommes en 1508 et c'est dans la cité des Médicis, ils viennent de s'envoler si je puis dire. C'est à Florence que depuis quelques années vit un certain Raffaello Sanzio. On l'appellera Raphaël et c'est un peintre surdoué. Il a 25 ans et déjà, il s'est révélé par un certain nombre d'œuvres hors du commun, mais on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait au sommet de sa carrière. Vous savez, il y a de la concurrence à Florence. Il y a là pas mal de génies portés par ce souffle de la Renaissance qui est en train de travailler les arts. Il y a des artistes évidemment tels que Léonard, ai-je besoin de vous le dire, et Fra Bartolomeo bien entendu, et puis Michel-Ange. D'ailleurs, tous ces grands maîtres, et puis Verrocchio, et puis les autres, tous ces grands maîtres vont être pour Raphaël autant de sources d'inspiration, et à côté d'eux, le jeune peintre n'est pas toujours aussi reconnu qu'il aimerait l'être. Et c'est à ce moment-là qu'un message lui arrive, un message qui provient d'un des plus éminents architectes du temps, quelqu'un avec qui il a un vague lien de parenté, c'est un lointain cousin d'Urbino qui s'appelle Bramante. Bramante est un vieil artiste très établi à Rome, à la cour pontificale. Rome, où il travaille à un projet titanesque, la basilique Saint-Pierre, la plus vaste, la plus impressionnante église jamais bâtie. L'architecte Bramante croit dans son jeune cousin et il lui signale qu'il faudrait pouvoir être capable d'aller saisir chez les papes une opportunité tout à fait exceptionnelle. Je cite Hélène Bouquet. Bramante lui demandait de venir rapidement à Rome. Jules II est le pape depuis 5 ans à ce moment-là. Jules avait des projets. Il voulait redécorer les salles de ses appartements. Les fresques existantes ne lui plaisant plus, le pape Borgia y avait vécu avant lui et le pape actuel ne supportait plus de voir son prédécesseur et son fils César Borgia sur tous les murs. Peu lui importait le coût des travaux, il voulait changer radicalement ses peintures. Raphaël ne va pas se le faire dire 2 fois. Il s'organise pour être bientôt au Vatican et Bramante va lui arranger la rencontre décisive avec sa sainteté. Ainsi, l'artiste aimable, avenant, il faut imaginer quelqu'un au visage doux, agréable, avec des cheveux et des yeux sombres, le voilà qui se trouve face à ce vieillard plein d'autorité qu'est Jules II, l'homme des bras de fer avec Michel-Ange, vous savez, ce pape impressionnant à la grande barbe blanche. Jules II n'est pas du genre à tergiverser, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Ce Raphaël, même si son expérience dans la peinture de fresques paraît limitée, ce Raphaël lui plaît, et avec ce qui ne devrait pas nous surprendre, car toute la vie en tout cas tout le règne de Jules II est marqué par cette espèce de clairvoyance, le pape juge Raphaël capable de répondre à ses attentes, et ce sont des attentes immenses. Aussitôt qu'il a découvert Raphaël, nous dit Georges Charansol, il renvoie les artistes déjà engagés, et lui confie à lui seul toute l'immense tâche. Lui seul, non. L'entreprise est démesurée et comme il est de règle à l'époque, il forme un atelier avec des peintres et des aides nombreux, au premier rang desquels Jules Romain, ce Giulio Romano qui va jouer un rôle absolument essentiel et qui est pour une grande part responsable des merveilles qui vont naître dans l'influence de Raphaël. Raphaël est en train d'acquérir une forme de maturité. C'est une nouvelle période de sa vie qui s'ouvre et l'on peut dire que cette commande, et on ne peut pas à l'époque connaître de commande, on ne peut pas recevoir de commande plus prestigieuse que du pape en personne, cette commande arrive pour lui exactement au moment voulu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il ne faudrait pas croire que jusqu'alors l'itinéraire de Raphaël, son parcours ait été facile. Il avait vu le jour donc à Urbino, je vous l'ai laissé entendre, en 1483, un 6 avril. Urbino, Urbain, nous disions en français, c'est entre Ancône et Ravenne. C'est une cité dans les terres, jolie ville dominée par les façades brunes de son palais ducal. Et c'est là que son père, Giovanni, avait lui-même voulu percer comme
comme peintre, il était aussi poète, mais surtout, disons-le, c'est dans le commerce qu'il a gagné sa vie. Ce Giovanni n'était pas un grand artiste, contrairement à celui qui se révèle très tôt, son petit Raphaël, et le père comprend très vite le talent de son fils. Même s'il meurt assez vite, tout comme sa femme d'ailleurs, il a quand même eu le temps de mettre son fils sur orbite, si vous me passez l'expression. Raphaël est orphelin au début de l'adolescence, il a été confié à un oncle, placé chez un peintre local, et il y a là matière à révéler ses qualités immenses et son talent, pour ne pas dire encore son génie. Alors, dans son petit duché, il reçoit beaucoup de compliments, mais il est bien conscient qu'il lui faut apprendre énormément. Et c'est en l'an 1500, alors qu'il a 17 ans, qu'il part étudier auprès du plus grand des peintres ombriens de l'époque, du maître Pérugin. Le Pérugin va tout lui apprendre, si je puis dire. Ensuite, il poursuit sa formation auprès d'un autre peintre, un peintre de décor, un peintre infiniment raffiné qui s'appelle Pinturicchio, le petit peintre, parce qu'il était de très petite taille. Et voilà donc qu'en 1504, notre Raphaël est à Florence. Il a su synthétiser toutes ces influences, le Pérugin, le Pinturicchio, des influences qui, en quelque sorte, l'amenaient à révéler ce qui allait être infiniment nouveau. Il y a tout le raffinement de ces maîtres dans l'art de Raphaël, bien sûr, mais il y a surtout un sens de la composition comme on en a quasiment vu, un art époustouflant du dessin qui lui permet de saisir les formes jusqu'à la quintessence, et puis ce talent de coloriste qui donne à ses œuvres une forme d'évidence. Regardez les Madones au visage si pur, aux cheveux d'or que laisse naître la brosse de Raphaël. Regardez son mariage de la Vierge. Comme le note Vincenzo Golzio, Raphaël a déjà atteint à une expression parfaite de la beauté féminine. Il est devenu un homme qu'on remarque dans le monde des arts du temps, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est avec l'offre papale, c'est avec l'offre que lui fait Jules II qu'il va trouver un défi véritablement à sa mesure. Franck Ferrand sur Radio Classique. En ce début de l'année 1509, nous sommes bien dans les appartements prévus pour le Saint-Père, ça ne plaisante pas, et Raphaël et son équipe se mettent au travail dans la chambre de la signature. Le jeune peintre d'Urbino va se montrer à la hauteur de la confiance que le pape lui a faite. Le projet qu'il avait proposé à Jules II et que celui-ci avait adopté, nous disait le grand Charles Barthélemy, un des plus grands érudits de cette période, ce projet était un des plus grandioses qu'un peintre eût imaginé jusque-là. Il s'agissait de représenter dans 4 vastes compositions allégoriques la science, les beaux-arts, la religion et le droit. Le succès de ces fresques fut énorme et Jules II confia immédiatement à Raphaël la décoration d'une nouvelle salle qui prit le nom de salle d'Héliodore. Ah, il est le centre de l'attention, Raphaël, et on ne peut que le comparer bien sûr à Michel-Ange qui, en parallèle, est en train d'achever les gigantesques, incroyables voûtes de la chapelle Sixtine. C'est assez quand même vertigineux d'imaginer que ces deux gigantesques génies de la peinture travaillent en même temps pour le pape Jules II. Alors Michel-Ange, vous savez, travaille seul ou à peu près seul, il a juste des petits apprentis pour lui préparer ses couleurs. Alors que Raphaël, lui, est là avec toute une équipe. Autant Michel-Ange est plein d'une vigueur inépuisable, autant le second se distingue par une délicatesse comme on en a peu vu. Et chacun de son côté a quelques mètres de nos mètres de distance, chacun crée des œuvres appelées à devenir des œuvres absolues. Ce sont les piliers de l'art occidental qui sont en train de se dessiner là. Raphaël, dans sa salle d'Héliodore, continue de multiplier les coups de génie autour de thèmes qui sont très divers. On le voit dans sa délivrance de Saint-Pierre, par exemple, où il représente la libération de prison de l'apôtre Pierre par un ange. Jeu subtil sur les lumières, contraste entre des tons grisâtres et des jaunes tellement nets qu'ils laissent pantois d'admiration ceux qui les découvrent en premier. Raphaël savoure ses triomphes. Georges Charançol nous dit qu'il mène grand train, devient une des puissances de Rome où il n'est pas rare de le voir entouré d'une 50aine de disciples ou de clients, les clients au sens romain du terme. Le rencontrant un jour dans cet apparat, Michel-Ange lui dit
Votre cortège est celui d'un capitano, et toi tu es seul comme un bourreau, lui rétorque son orgueilleux cadet avec une cruauté, car la laideur de son rival était aussi proverbiale que la beauté de Raphaël. Dans ces années-là, le jeune peintre entame, semble-t-il, une relation amoureuse, nous y voilà quand même, avec un de ses modèles, une femme brune absolument splendide qu'on appelle la Fornarina. On ne sait pas beaucoup de choses sur la Fornarina. Elle serait, dit-on, une fille de boulanger. Elle s'appellerait Margareta Luti. Quoi qu'il en soit, c'est une femme resplendissante et qui, à plusieurs reprises, va apparaître dans les œuvres du jeune maître et va susciter avec lui énormément de légendes. Certains diront que la Fornarina, par l'amour qu'elle a inspiré à Raphaël, aurait ralenti ou gêné son travail. Il est aussi permis de penser qu'elle lui a donné l'inspiration nécessaire, ce petit coup de génie supplémentaire qui rend immortelles certaines œuvres. Ce qui est certain, c'est que le peintre peut être un petit peu étourdi de son incroyable succès. Il répond à des sollicitations innombrables. Il croule maintenant sous le travail, et d'autant plus qu'après la mort du vieux pape Jules II, on est là au début de 1513, eh bien, il entre directement dans l'intimité de son successeur Léon X. On raconte que dès qu'il connaît le visage du nouveau pape, il se met au travail pour le substituer à celui de Jules II sur une œuvre qu'il était en train de créer. Alors Raphaël ne se limite pas à la peinture, ce qui rend son emploi du temps encore plus surchargé. Il est de tous les arts, la décoration, la sculpture probablement, la poésie bien sûr, même si Vincenzo Gorgio estime que la valeur littéraire de ces sonnets, dont 5 seulement nous sont parvenus, est assez mince, on ne peut pas être brillant dans tout. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'archéologie, qui est la discipline en devenir. Et puis donc, je vous le dis, il ne faut pas oublier l'architecture. La liste de tout ce qu'il produit en quelques années est littéralement impressionnante. Il y a ses commandes vaticanes qu'il doit constamment poursuivre, mais aussi des œuvres pour un certain nombre de grands commanditaires, des madones à tout va, des portraits de toutes sortes de personnalités. Il s'en sort en ayant recours à cet atelier qui est en quelque sorte le prolongement de sa main géniale, quitte à beaucoup déléguer, et ça tente à gêner un peu les spécialistes d'aujourd'hui. Quand vous êtes face à un tableau de Raphaël, il est très difficile de savoir si ce que vous avez sous les yeux est de la main du maître ou de ses assistants, ce qui va d'ailleurs multiplier les débats et contribuer à la renommée paradoxale du génie. Par ailleurs, le pape Léon X, donc, va lui confier rien de moins que la succession de Bramante, qui meurt à son tour en 1514. C'est lui qui devient l'architecte de la basilique Saint-Pierre, même si, évidemment, il a dans cette tâche des collaborateurs qui connaissent l'architectonique un petit peu mieux que lui. On en vient à se demander, finalement, si Raphaël, à force de se multiplier, ne serait pas en train de se disperser, voire même peut-être de dissoudre un peu son génie. On ne peut plus arrêter Raphaël et à chaque nouvelle œuvre, il apporte une nouvelle facette de son art. On assiste à une activité frénétique, nous dit Pierluigi De Vecchi, à un foisonnement ininterrompu d'idées et de solutions toutes nouvelles, tandis que le champ de ses expériences s'agrandit. Et parmi les œuvres tardives, il faut évidemment citer cette transfiguration commencée en 1518. Il faut l'avoir vu, ce Christ illuminé porté au-dessus de la terre et entouré des prophètes, du prophète Élie et de Moïse, ce Jésus transfiguré qui domine un monde plongé dans l'ombre, dans le désarroi, dans le doute, dans l'attente de cette irruption du divin, et tout, les couleurs, le dessin, la composition, les modelés, les ombres, les richesses de tous les détails, tout ça démontre la plus incroyable des maîtrises. Et au moment où Raphaël travaille à ce chef-d'œuvre, il porte sur les épaules le poids de nombreuses années peut-être un peu trop laborieuses. Il a tiré sur la corde, si vous me passez l'expression, et il est probable que lui n'ait pas la résistance du robuste Michel-Ange. Raphaël ne peut que sentir et ne peut désespérer que constater que dans cette extraordinaire aventure qui lui a été confiée, son corps ne suit plus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Si l'on en croit aussi certains auteurs, Raphaël aurait manqué
de tempérance dans ses relations avec la Fornarina jusqu'à mettre sa santé en péril. Le grand peintre et biographe, vous savez, l'auteur des vies de tous les grands peintres de la Renaissance, Giorgio Vasari, nous dit « Une fois qu'il s'y adonna avec plus d'ardeur que d'habitude, il rentra chez lui extrêmement fiévreux et les médecins crurent à une congestion. Comme il ne voulut avouer les désordres de sa conduite, les médecins le saignèrent imprudemment, affaibli. Alors qu'il avait besoin de réparer ses forces, il se sentit perdu. Il fit son testament. Oui, il aurait mieux fait d'avouer qu'il venait de passer du bon temps avec la Fornarina plutôt que de se laisser affaiblir par une faculté qui, décidément, à l'époque, savait souvent tuer les malades plus que les guérir. Le 6 avril 1520, le 6 avril, c'est un vendredi saint, Raphaël, qui est à bout de force, va finir par succomber à son mal. Et de nombreux auteurs considèrent la version que nous donne Vasari un peu légendaire. Il a l'air plus probable que les ressources physiques limitées de Raphaël, son surmenage, l'ait exposé à un affaiblissement précoce à une époque où la médecine était encore très impuissante. C'est donné peut-être à la Fornarina un trop grand rôle que de la rendre responsable de la mort de Raphaël. Il fut emporté par une crise cardiaque alors qu'il travaillait sur la transfiguration, nous dit justement Sophie Bouquet. Ce serait l'ultime hommage. Le jour de son enterrement, il figurait près de sa dépouille dans son palais. Ce tableau extraordinaire, nous dit-elle. Il disparaît le jour de ses 35 ans. C'était bien sûr, vous l'aurez compris, un des grands génies de la peinture. Il meurt au sommet de sa gloire. Sa dépouille est placée en disposant près de sa tête la transfiguration, précise même Vasari, qui ajoute « Contempler cette œuvre, qui paraissait vivante à côté de son corps inanimé, faisait éclater l'âme de douleur. » Cette peinture majeure, cette transfiguration, il n'aura pas eu le temps de l'achever tout à fait lui-même et les élites de toute la péninsule mesurent à ce moment-là leur perte. Il y aura d'autres grands peintres, mais il n'y aura jamais d'autres Raphaël. Je cite encore Vasari, « Quand ce noble artiste mourut, la peinture pouvait bien mourir elle aussi, et quand il ferma les yeux, elle sembla demeurer aveugle. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous l'aurez compris, Raphaël avait un très grand admirateur dans la personne de Vasari. Le ciel donne parfois une preuve de sa généreuse bienveillance en accumulant sur une seule personne l'infinie richesse de ses trésors, l'ensemble des grâces et des dons les plus rares normalement répartis sur une longue durée entre beaucoup d'individus, écrivait-il avec un sens de la mesure que vous apprécierez. C'est ce qui fut manifeste dans le cas de Raphaël d'Urbain, aussi exceptionnel que charmant. Chez Raphaël, nous dit-il, brillaient les plus rares qualités de l'âme et de l'esprit, avec un accompagnement de grâce, de sérieux, de beauté, de modestie, de manière parfaite qui aurait suffi à supprimer tout vice, même le plus laid, et toute souillure, même la plus vile. Qui possède autant de dons rares que Raphaël d'Urbain n'est pas simplement un homme, mais, si l'on peut dire, un dieu mortel. Ceux qui, dans les annales de la renommée, laissent ici-bas, grâce à leurs œuvres, le souvenir durable d'un nom honorable, peuvent espérer jouir au ciel d'une récompense digne de leur peine et de leur mérite.